Bienvenue dans Tumulte, votre émission sur Télé Sud. Aujourd'hui, nous allons parler des matières premières. Enfin, serait-elle une bénédiction en Afrique? Nos dirigeants, les dirigeants d'Afrique francophone, ont de nouveaux éléments de langage entre souveraineté, renégociation et de contrats et diversification de partenaires. Nous faisons face à un narratif qui semble nouveau, alors que dans les faits, il n'y a rien de nouveau sous le ciel africain. Les présences de la Chine, de la Fédération de la Russie, de l'Australie, du Canada, j'en passe, qui concurrencent la France, ancien pays colonisateur dans les échanges commerciaux, culturels et militaires, avec l'Afrique depuis des décennies, en disent long. Mais pourquoi des dirigeants africains actuels évoquent tous, dans quasi un même élan, le partenariat gagnant-gagnant? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Etienne Sylvie Kofi, présidente de l'ONG Smile Africa de la Côte d'Ivoire. Et ensuite Emmanuel Iga, spécialiste du pétrole, il vient du Nigeria. Enfin, nous aurons le docteur David Katalay, président de DDK Ministry Foundation. À entendre nos nouveaux dirigeants, les matières premières en Afrique seront-elles enfin profitables en Afrique? En tout cas, ils veulent le croire avec le partenariat gagnant-gagnant qu'ils prônent. Sylvie. Alors, merci Madame Kanté de m'avoir invitée à cette émission. Et je pense que le moment est opportun de débattre et d'analyser sur ce point de partenariat gagnant-gagnant. Ces revendications sont-elles fondées? Je pense oui. Et aussi la méthode utilisée par les États africains, ces méthodes, est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises? D'aucuns diraient non, d'autres oui. Moi, pour ma part, je dirais que c'est discutable. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui à cette émission pour parler de ce partenariat. Mais pourront-on parler de ce partenariat sans savoir sur quoi se pose le thème même partenariat? Et j'ai fait quelques recherches en me fiant aux définitions du dictionnaire Larousse, à savoir que un partenariat, c'est une association de partenaires qui, tout en gardant leur autonomie, mettent en commun leurs efforts pour réaliser un objectif commun. Je peux donner un exemple, l'association ou le partenariat Union européenne-Afrique qui a été établi en 2022, ou qui a pour objectif de créer un espace de solidarité, de sécurité, de paix et de prospérité durable. Et si nous revenons au thème de partenariat gagnant-gagnant, je me suis toujours fixée sur la définition du dictionnaire Larousse pour bien comprendre la chose, parce qu'on pourrait annoncer certains mots comme ça, mais oui, c'est très important. On va un peu quitter les définitions pour entrer dans le vif du sujet, parce que par rapport au temps, est-ce que David Katalay, vous pensez que ce partenariat gagnant-gagnant est effectif sur le continent africain avec nos différents partenaires d'autres continents ou d'autres pays? Merci beaucoup Madame Kanté pour cette invitation et merci beaucoup aux autres participants. Et je remercie Madame Sylvie Etienne pour cette introduction. Je crois qu'aujourd'hui, ce partenariat n'est pas aujourd'hui à approuver et à soutenir dans la mesure où, moi, faisant partie de la République démocratique du Congo, où je suis le président de DDK Ministry Foundation, qui est basé à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, nous voyons qu'au fait, aujourd'hui, ce partenariat gagnant-gagnant n'est que des slogans qui sont creux. Et aujourd'hui, je pense qu'il serait avantageux que nous puissions revenir au bon sens, de vrai sens du mot partenariat, comme l'a si bien dit Madame Etienne. Je crois qu'aujourd'hui, si nous devons regarder sur le plan de la géostratégie, nous voyons que l'Afrique, certes, détient toutes les richesses potentielles,
mais sauf qu'ils n'ont pas la maîtrise de la géostratégie pour son développement. Et nous voyons que pour que ce développement puisse être possible, les partenaires avec lesquels ils sont en train de travailler ne leur apportent pas cette géostratégie dont ils ont la maîtrise pour leur développement. Et ils vont plus, n'est-ce pas? D'accord. Mais monsieur Emmanuel Iga, Oui. Emmanuel Iga, est-ce que vous pensez que ce sont les partenaires qui doivent venir au secours de l'enrichissement de l'Afrique, qui est pauvre, mais très riche en richesse, si on peut dire comme ça? Oui, vous le dites très bien. Je pense que ici, sur ce plateau, nous avons la République démocratique du Congo, nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons le Nigeria, d'où je viens. Ça en dit long. Voilà. Et les 3 pays là réunis à ce plateau, ce sont des pays qui regorgent de richesses qu'on ne puisse pas imaginer, surtout la République démocratique du Congo. Bon, le problème qui se pose, donc, et ça, ce n'est que juste la partie visible de l'iceberg, de la richesse des pays africains. Le problème qui se pose, j'ai capté quelque chose qui m'a un peu intéressé sur la définition que Sylvie nous donnait tout à l'heure. Très intéressante définition. Voilà, elle a dit que les partenaires sont des gens qui mettent leurs moyens en commun, mettent leurs moyens en commun, tout en gardant leur autonomie. Ouais. Le problème que nous avons en Afrique, c'est que nous n'avons pas cette autonomie-là. Exact. Nous n'avons pas cette autonomie-là. Et au moment de définir les termes de ce partenariat, nous devons faire appel à des consultants qui sont souvent des ressortissants de nos pays partenaires. On va faire appel à des consultants, je ne sais pas, de Pricewater, etc., pour venir nous aider à structurer notre partie du partenariat pour nous, parce que nous manquons des experts vraiment capables de comprendre les enjeux du partenariat et qui peuvent défendre les intérêts de l'Afrique tels que ça devrait se faire. Donc nous dépendons beaucoup de ceux qui sont nos partenaires pour avoir l'expertise nécessaire. Et ça nous sur ce point, nous y reviendrons. C'est un point très intéressant. La question d'expertise est très intéressante. Mais alors, ça veut dire qu'à vous entendre, Sylvie, il ne suffit donc pas de clamer que les matières premières pourront être une bénédiction, parce que nos nouveaux dirigeants, c'est le nouveau narratif que cela soit. Il faut, qu'est-ce qu'il faut alors? Est-ce qu'il y a un cheminement spécifique, un chemin spécifique à emprunter pour que nous sortons de matières premières malédiction pour en arriver à matières premières enfin une bénédiction? La question, ça c'est une très belle question. Pour sortir de là, c'est-à-dire, je reviens quand même sur ce partenariat gagnant-gagnant. Parce que qu'est-ce que l'Afrique a pour mettre dans ce partenariat? Parce que quand tu rentres en partenariat avec quelqu'un, tu as quelque chose que tu apportes. Et l'autre partie aussi a quelque chose qu'elle apporte. Et on met cela ensemble. Et il faudra que dans ce partenariat, tout le monde gagne. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que l'Afrique a? Le professeur a si bien dit que l'Afrique regorge d'énormes ressources naturelles, tant pour la nutrition des populations, parce que l'Afrique, c'est quand même 20% de l'espace émergé mondial et 60% des terres arables qui ne sont pas encore exploitées et qui pourraient être exploitées et nourrir les 3/4 du monde. Et ça, c'est aussi comment dirais-je, c'est une valeur, c'est une richesse. D'un autre point, l'Afrique aujourd'hui représente 16% des populations mondiales et d'ici 2050 sera à 2,5 milliards
d'habitants. Ça sera le continent qui sera le plus peuplé et cela nous montre parfaitement cette richesse humaine et qui représente un potentiel de marché de consommateurs. La démographie. Tout à fait. Pendant que d'autres consommateurs vieillissent, donc l'Afrique tout à fait. Et la Chine sera très loin derrière. Que ce soit l'Inde aussi, qui sont aujourd'hui nos partenaires aujourd'hui, sera aussi très loin derrière. L'Europe sera à 560 millions à peu près. Donc, pour dire que au niveau de l'Afrique, ce potentiel, comment dirais-je, ces potentiels consommateurs pourraient être aussi des producteurs pour créer de la croissance économique, voilà, pour faire avancer, comment dirais-je, pour faire avancer le continent. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Le truc, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les États africains doivent adopter des politiques saines, génératrices de croissance. OK. Merci beaucoup. Nous allons donc demander à David de nous dire qu'il y a pourtant, pour générer la croissance, on a pensé au code minier. Est-ce que le code minier, le pourcentage que gagne le continent par rapport sur le code minier, permet-il d'améliorer ou d'arriver au développement ou pas? Merci pour la question. Elle est très intéressante. Déjà, le code minier de chaque État est défini par le gouvernement de ces États. Et comme l'a dit le professeur, nous ne sommes pas encore libres de pouvoir décider sur quoi que ce soit, à part quelques pays qui ont commencé déjà à sortir un peu de cette manipulation. Et je crois qu'aujourd'hui, même les codes miniers, si on nous impose nos chefs d'État, nos constitutions, même nos lois naturelles ou de lois sociales et civiques, eh bien, ce n'est pas les lois ou encore les lois sur les codes miniers qui ne sera pas imposé. Déjà même au niveau... Quand vous parlez d'imposition, oui, vous faites référence à qui? Aux pays colonisateurs ou à l'Occident en général? À l'Occident en général, on va dire. Parce qu'en fait, en réalité, c'est une organisation où certes, il y a des pays qui sont mis en avant, mais sauf que l'iceberg qui est caché, il y a tout le système qui est caché derrière, mais ils sont tous dedans. Et je crois qu'on doit arrêter avec cette hypocrisie aujourd'hui que je condamne, parce que, pour revenir à la précédente question, au fait, nous avons l'Union européenne qui dernièrement a signé un accord avec le Rwanda pour exploiter les ressources minières. Les ressources minières qui viennent essentiellement de la RDC. Voilà. Or, dans le Rwanda, il n'y a aucun carré minier où ils exploitent les ressources. Et puis, l'Union européenne va signer avec le Rwanda. C'est cette hypocrisie que nous devons dénoncer et que cela puisse s'arrêter. Alors, Emmanuel, nous savons qu'aujourd'hui, en termes de PIB, l'Afrique vient derrière, loin derrière la Chine, qui a 19 000 milliards de PIB et que l'Afrique n'en a que 3 000. Est-ce que c'est comme le pointe du doigt David, sont les anciens ou l'ancien colonisateur ou l'Occident en général qui est frein à notre épanouissement sur le continent? C'est les deux. Hein. Tous les colonisateurs les anciens colonisateurs sont de la partie, mais il y a des pays comme les États-Unis, le Canada, qui n'ont pas colonisé en Afrique, mais qui les ont rejoints. Et d'autres pays de l'Union européenne donc, il y a qui ne sont pas les anciens colonisateurs. Voilà, donc il faut parler en termes d'anciens colonisateurs et de néocolonisateurs qui regroupent un nombre de pays plus large, y compris d'autres pays de l'Union européenne qui n'ont jamais eu de colonie en Afrique. Mais maintenant, comme l'a dit David, quand l'Europe agit, l'Europe agit comme un ensemble. 27 pays, donc il y a les anciens colonisateurs dedans et les nouveaux néocolonisateurs qui les rejoignent. Pour aller, par exemple, signer un contrat avec le Rwanda ou, par exemple, demander à la Pologne d'aller signer un accord bilatéral de coopération militaire. La Pologne n'a jamais eu de colonie en Afrique, mais tout ça, ils vont bénéficier de ça ensemble. Ce qui se passe, c'est au niveau de la géopolitique mondiale.
les Occidentaux. Donc il faut les prendre dans leur ensemble, parce qu'ils agissent souvent oui, mais en je commun. comprends, j'entends bien ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, lui, il parle de l'Union européenne qui signe avec le Rwanda sur un contrat sur le coltan, qui n'existe pas au Rwanda, mais en même temps, pendant que l'armée française devient SDF, c'est 4 missions militaires de l'Union non, sur le continent, 4 missions européennes, 4 pays, 4 missions de l'Union européenne qui s'installent sur la côte Guinée, le golfe de Guinée chez nous. Donc l'Europe, la France s'abrite derrière l'Europe, ou bien ils se soutiennent en tout cas. Voilà. Et elle n'est pas loin. Il faut essayer de rebondir. Voilà. Elle a perdu beaucoup de terrain dans le Sahel. Et maintenant, il se couvre par l'Union européenne, parfois par les États-Unis, etc. On entend maintenant que France, États-Unis, Union européenne s'apprêtent à aller installer une base militaire au Rwanda. Au Rwanda, Bugesera. Voilà. Donc, ils vont le faire. Et ils vont être là aux portes de la RDC. Dans la région où sont concentrées la plupart des matières premières dont on aura besoin pour ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle mondiale. Donc tout le monde cherche ces minerais-là, le coltan, le nickel, le lithium, on en a besoin. Pour les voitures électriques et tout ça, c'est la RDC qui fournira tout ça. Mais pourtant, Sylvie, c'est pas la France qui est le premier partenaire économique de l'Afrique. Pourtant. Comment se fait-il? Pourtant, si on prend les chiffres, si nous regardons les chiffres, c'est 66 milliards de dollars que la France génère avec l'Afrique, contre près de 300 milliards pour la Chine, et que la France négocie principalement avec l'Afrique du Sud, l'Angola et le Nigeria. Le Nigeria, oui. Mais comment se fait-il que nous, pays francophones, soyons en retard, alors que ce n'est pas la France qui est présente chez nous, surtout pour les pays francophones, et que ce sont plutôt des pays comme la Russie, les Canadiens, pour les explorations de l'Australie. Comment se fait-il que c'est l'Occident que nous attaquons majoritairement, et surtout la France, que nous accusons par rapport à notre retard? On parle de la France, on attaque l'Europe parce qu'il y a un devoir de mémoire. Nous avons eu une rencontre très brutale. Voilà. Lorsque l'Europe a rencontré l'Afrique, tout de suite, il y a eu la colonisation. Ça a été quand même 4 siècles de violence. Et l'Afrique a beaucoup perdu. Il y a eu l'esclavage. L'esclavage, avant la colonisation. C'était horrible. Oui, mais quand j'entends ça, on nous dit de ne plus regarder trop vers le passé. Mais quand j'entends ça, et que parallèlement, je vois qu'il y a 80 ans à peu près, le Japon a failli ne pas exister, mais cela ne lui a pas permis de ne pas rebondir afin d'être la 2e économie avant d'être supplantée par la Chine. Mais qu'est-ce qui explique? C'est-à-dire la colonisation violente, les États-Unis l'ont connue. La Chine aussi l'a connue par le Japon. Mais qu'est-ce qui explique que nous, Africains, n'avons pas de résilience positive? David. Eh bien, comme les autres partenaires l'ont si bien dit, il y a des plaies qu'il faut que nous puissions essayer de pouvoir guérir. Et aujourd'hui, nous avons été, permettez-moi ces termes, j'essaie de trouver un autre mot, mais je n'ai pas trouvé, l'aliénation. L'aliénation font que vous puissiez être positionné dans une direction et que vous ne puissiez pas voir au-delà de votre nez. Et cette aliénation fait croire que l'homme noir ne peut rien faire et que l'homme noir ne peut pas produire quelque chose de bon, que l'homme noir doit toujours subir et doit toujours se référer à. Je voudrais aussi répondre indirectement à monsieur le professeur que nous avons des experts, mais nos experts ne sont pas écoutés. Ouais. Et bien même au niveau de la NASA, les personnes qui sont en train de briller là-bas, je vais vous étonner qu'il y a une Congolaise qui brille à la NASA. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas rentrer en Afrique pour défendre les intérêts de l'Afrique dans ces négociations très délicates. On s'achemine vers la fin de cette première partie et on parlera justement dans la prochaine où David ne sera pas avec nous. C'est un autre invité qui prendra sa place où on évoquera justement le nombre d'ingénieurs produits par la Chine, l'Afrique et l'Europe, et la France notamment, pour faire un peu la comparaison et voir
qu'est-ce qui nous empêche d'émerger? Et pour atterrir, Non, je voudrais... c'est la fin là. Dans 4 secondes. Pour atterrir, je crois que Frantz Fanon a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Raison pour laquelle nous sommes là. Et je crois que la crosse de l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Et je crois que le Nigeria aussi est la balle. Donc, c'est-à-dire que nous sommes là, les trois, qui devons faire que l'Afrique puisse redécoller. Toute la locomotive de l'Afrique est là. Merci beaucoup. À ce plateau. Merci. On se retrouve dans quelques secondes. Merci. Nous revoici sur Tumulte dans notre émission qui va essayer de voir si les matières premières africaines deviendront enfin une bénédiction contre le narratif qui a tenu depuis des décennies sur pétrole, matières premières, malédiction en Afrique. Alors dans cette deuxième partie, nous avons un nouvel invité, Saïd Lafirou, avocat de Ousmane Sonko. Il est du Comore, donc président du PASTEF, Ousmane Sonko, qui est jusqu'à présent le président du PASTEF Richard, et futur candidat, ancien et futur candidat des Comores à la présidentielle. Et nous avons toujours courage et bonne chance. Madame Sylvie Atien-Kofi et bien sûr Emmanuel Iga, spécialiste de matières premières. Ouais. Et il nous vient du Nigeria. Du Nigeria. Alors dans cette deuxième partie, nous allons donc évoquer la question de la formation. La France, 65 millions d'habitants, 37 000 ingénieurs chaque année. La Chine, qui a le même nombre de population que l'Afrique et l'Inde, ont chacun 1 million d'ingénieurs formés par an, contre l'aspiration de l'Afrique qui est de 300 000 seulement par an. Tout le continent. Tout le continent aspire à 300 000 ingénieurs par an. Où se situerait le problème? Chez les Occidentaux ou chez nous-mêmes les Africains? Je commence par notre nouvel invité, M. Saïd Larifou. Écoutez, la formation, c'est un défi colossal que le continent doit relever. Les études prédisent comme quoi la jeunesse africaine sera majoritaire dans une prochaine décennie. Et la question qui se pose, c'est de savoir avec quels outils devons-nous former nos futures élites africaines. Sommes-nous préparés à relever ce grand défi? Est-ce que la formation des milliards d'Africains est définie jusqu'à maintenant comme étant une priorité par les politiques publiques en Afrique? Si c'est le cas, dans quel secteur devons-nous former les milliards d'Africains? Avec quels outils disposons-nous au jour d'aujourd'hui, puisque demain se prépare aujourd'hui? Disposons-nous en Afrique suffisamment d'outils et les ressources humaines nécessaires pour accompagner ces milliards de jeunes Africains? Bon, à cette question, moi je pense que oui, nous disposons des ressources humaines requises et nécessaires pour encadrer, accompagner cette jeunesse africaine. Parce que... Alors, pour que justement l'Afrique puisse contrôler ses ressources, il lui faut donner un plus-value. Cela passe par la formation des cadres. Qu'est-ce qui nous empêche de former des cadres dans les différents secteurs, des différentes ressources que nous avons sur le continent? Qu'est-ce qui freine? Est-ce l'ancien colonisateur ou nous-mêmes, pour quelque raison que ce soit? A priori, il ne devrait pas avoir d'empêchement. A priori. Et c'est tout simplement la volonté politique.
des régimes en place. Et c'est très important, c'est pour cela que quand j'ai pris la parole, j'ai parlé d'adopter des politiques saines. Et dans ces politiques saines, c'est très important de renforcer nos services de base. Et dans ces services de base, c'est vrai, il y a la nourriture, il y a la santé, et l'éducation et la formation. Ces 3 services de base apportés à quelqu'un dans sa nation, cette personne deviendra une main-d'œuvre qualifiée, en bonne santé et bien nourrie. Et elle pourra de ce pas créer de la valeur ajoutée, même pour elle-même, pour avoir une meilleure condition de vie, pour sa famille et pour son pays, et même renforcer le PIB de son pays. Donc il n'y a rien qui pourrait nous empêcher, si ce n'est une mauvaise gouvernance et une absence de volonté politique des régimes en place. Alors, elle met le doigt dans la plaie. Alors, ce qui veut dire qu'il y a un retour vers nous-mêmes pour voir ce qui ne va pas. Qu'est-ce que nos dirigeants, qu'est-ce qui les empêche, à part la corruption dont elle parle, qui est un véritable fléau, de voir ce par quoi l'Afrique peut se développer et de ne pas s'atteler à cela? Non, je pense qu'en fait, elle a tout dit. C'est un problème de gouvernance. Et pour avoir de la bonne gouvernance, la première chose, c'est d'avoir des dirigeants qui soient vraiment des patriotes. Nous n'avons pas des dirigeants qui aiment vraiment leur propre pays. Ils sont tournés vers d'autres pays qui sont déjà arrivés. C'est là-bas où quand ils font de leur corruption et qu'ils pillent les ressources du pays, ils ne les investissent pas dans leur propre pays, ils les amènent à l'extérieur. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut pointer pour amplifier ce que Sylvie vient de dire. L'autre chose, c'est l'autre dimension, parce que je suis d'accord avec elle et avec Saïd aussi. On a tout ce qu'il faut pour former. Mais qu'est-ce qui se passe au cours de cette dernière décennie? On assiste à un phénomène qui est désastreux pour, je crois, c'est tous les pays d'Afrique. C'est le phénomène de fuite des cerveaux. Nous formons des gens qui sont souvent des gens compétents. Et comment on sait qu'ils sont compétents? Alors, je vais me retourner encore vers Hassan. Oui. Est-ce que la politisation du visa par Sarkozy a contribué à la fuite de cerveau dont évoque justement Emmanuel? Bon, je pense que ce qui facilite la fuite des cerveaux en Afrique, c'est le manque de considération des dirigeants à ceux qui disposent suffisamment d'outils et des moyens pour servir le continent. Et c'est pour cette raison qu'à défaut de considération, ils préfèrent migrer ailleurs. Et ailleurs, notamment, il faut dire les choses clairement, c'est l'Occident qui tire suffisamment de profit justement de la matière grise africaine. Il suffit de voir comment les Africains brillent partout dans le monde où ils disposent d'un environnement qui est propice pour leur permettre de s'épanouir, et puis malheureusement pour l'Afrique, et puis faire profiter aux autres, à l'Occident, puisqu'il faut dire les choses clairement, à l'Occident. L'immigration choisie de Sarkozy est pour quelque chose ces dernières années ou pas? Oui, c'est pour ça ne date pas seulement de Sarkozy, ça date de... Oui, mais là, c'était vraiment la politisation du visa. Sarkozy, c'était un autre ton. Non, Sarkozy, c'est un autre ton, c'est une volonté affichée que certains n'osaient pas afficher. Bon, lui, il a affiché clairement ce choix de prendre les meilleurs qui sont chez nous et puis servir leur pays. Et tout. Bon, donc maintenant, c'est aux dirigeants africains, notamment aux patriotes, et j'ose espérer que pour avoir vu les patriotes briller au Sénégal, voir d'autres patriotes briller dans d'autres pays africains, justement pour définir une vraie politique africaine, c'est ce que j'appelle volontiers l'ordre. Voilà, ça me permet de passer à cette vie. Voilà, non, mais je vais compléter. C'est juste pour dire qu'il faut un nouvel ordre africain.
Un nouvel ordre africain. Voilà. Alors Sylvie, au Sénégal, on a parlé de renégociation du contrat. Est-ce qu'on peut renégocier un contrat déjà signé? Ben, ça dépend des clauses et c'est tout à fait, je pense que dans les clauses, je crois qu'il y a un article qui peut stipuler, comment dirais-je, la modification, voilà, des clauses. Et je pense que c'est tout à fait, oui. Ajouter des avenants. Tout à fait, ajouter des avenants pour que ça puisse fonctionner. Alors, je rappelle que le président Macky Sall a signé quasiment tous les contrats, sauf un, je crois, dans un certain secteur. Je m'en rappellerai. Il a déjà signé les contrats. Revenir sur ces contrats avec les MAN partenaires, est-ce que ça rassure? Est-ce que ça ne va pas faire qu'ils s'en aillent? Ou est-ce qu'on compte déjà sur une MAN africaine pour remplacer ceux qui sont là? Non, mais ça, il n'y a pas de problème. Tout pays est souverain. Tous ces partenaires qui sont venus signer ces contrats, ces grandes entreprises multinationales, souvent occidentales et françaises d'ailleurs, qui certainement ont un peu mis des clauses et tout ça qui leur sont plus favorables qu'au Sénégal. Donc, ce ne sont pas des contrats gagnant-gagnant. Ça, le tandem à la tête du Sénégal maintenant est très compétent pour comprendre ces problèmes de ces contrats sénégalais. Comment il s'appelle, Diomaye et Sonko. Donc, ce gagnant-gagnant. Ils peuvent modifier ces contrats sans aucun problème. Le gagnant-gagnant, quand on sait déjà tout ce que l'investisseur investit, quelquefois, il investit avec 0 franc parce qu'il prend les dettes dans nos propres banques et puis se retrouve avec des sommes faramineuses. Or, chez nous, on va voir que le code minier ne fait pas qu'on a 30% du contrat jusque-là. Hein. Aucun pays n'a encore 30%. Alors, est-ce que le Sénégal, avec le gagnant-gagnant, tous les nouveaux dirigeants qui prennent le gagnant-gagnant ne font pas miroiter l'impossible à leur population finalement? Non, il faut poser la condition que le contrat sera gagnant-gagnant ou ne sera pas. Et que nous ayons la capacité, l'expertise de notre côté pour lire toutes les clauses, ligne par ligne, et s'assurer que c'est ce qui nous bénéficie qui est inclus dans le contrat. Et sinon, eh ben, il y a d'autres investisseurs qui sont peut-être plus intéressés à faire du gagnant-gagnant. Le problème qu'on a, c'est qu'on a été trop longtemps tourné vers l'Occident et l'Occident impose ces termes et nous les prenons comme ça. Bon, maintenant, la compétition est beaucoup plus ouverte. Hein, il y a des investisseurs de partout. Les Indiens viennent, les Chinois viennent, les Russes viennent et ils sont prêts à à signer des contrats sur des termes qui sont, à mon avis, des termes beaucoup plus intéressants que ce qu'on faisait auparavant avec nos pays occidentaux. Moi, je souhaiterais intervenir sur le sujet pour dire que la vocation des nouveaux dirigeants sénégalais, si j'ai bien compris leur démarche, c'est pas de remettre en cause les contrats qui sont légalement signés, mais c'est de revoir si les contrats signés sont avantageux ou non à l'une ou l'autre des deux parties. C'est-à-dire qu'il y a un tel déséquilibre dans certains contrats. C'est la fin de cette partie. Nous reviendrons bien sûr dans la troisième partie et avec vous qui allez commencer par la fin. Merci, à tout de suite dans quelques secondes. Nous revoici sur le plateau du Tumulte, toujours sur A3 Télésud, sur Télésud. Nous revenons donc avec Saïd qui va nous dire qu'est-ce que renégocier un contrat alors qu'il est déjà signé, comment on va le faire, qu'est-ce qu'il va rapporter, comment s'y prendre surtout pour qu'il puisse y avoir du gagnant-gagnant pour le Sénégal et pour tous les pays qui prennent le gagnant-gagnant sur le continent aujourd'hui. Moi, je pense que de cette démarche
de renégocier ou bien de relire le contrat, c'est déjà la notion même de rélecture ou bien de renégocier un contrat, c'est une démarche qui me semble déjà positive. Puisque là, on ne parle pas de rupture, mais on dit de renégocier le contrat. Mais pour le renégocier, il faut l'expertiser. L'expertiser, c'est pour voir si tous les aspects permettent à l'une ou l'autre des deux parties il faut que le contrat soit équilibré et profite véritablement aux deux parties. Lorsqu'on parle des déséquilibres, ça veut dire qu'il y a une des deux parties qui, pour une raison qui aujourd'hui, je ne peux pas le dire, mais on sait que la plupart des contrats signés en Afrique sont frappés du sceau corruption. Ça, il faut dire les choses clairement. Bon, donc, si les nouvelles autorités constatent que le contrat ne respecte pas les règles d'équité et puis d'égalité... Ce qu'on appelle les contrats léonins. Voilà. Bon, donc, à partir de là, ça me semble tout à fait normal que ces contrats soient réduits et puis voir s'il y a possibilité d'ajouter d'autres clauses en considération des éléments qui n'existaient peut-être pas au moment de leur signature pour l'adapter aux nouvelles donnes. Tout à l'heure, vous avez parlé de nouveaux arrivants sur le marché africain. Je ne pense pas que la vocation principale, c'est de les remettre en cause pour faire gagner à d'autres. Mais Ah, mais juste... si, on en a vu, hein. Oui, on en a vu, hein. Mais ce n'est pas la bonne gouvernance. Mais c'est pas la bonne gouvernance. Désolé de le dire, qui envoie le tête de pont Touadéra, qui revient avec les États-Unis maintenant, qui en 6 mois est en train a fait 2 voyages en France. On voit que, on disait, l'Occident, leur argent, on a de l'or, on ne va pas aller frapper à la porte du FMI et de la Banque mondiale. On a vu que de longs fils du Niger, et du Mali ont quand même frappé pour des broutilles à la porte du FMI et de la Banque mondiale. Donc... Non, mais ça, je ne dis pas le contraire, mais ce qui me semble tout à fait défendable dans la démarche des autorités sénégalaises, des nouvelles autorités, c'est qu'ils favorisent l'intérêt national avant de favoriser des groupes extérieurs. Alors, je pense que ça, c'est là-dessus, c'est très clair. C'est une éthique, c'est une volonté pour eux de ne favoriser X ou bien Y au détriment des intérêts nationaux. Ça, c'est très important et c'est défendable. Et je ne vois pas en quoi ceux qui, aujourd'hui, ont souscrit des contrats avec des États refuseraient que ces contrats soient réexaminés dans l'intérêt des deux parties. On verra. Ouais. Alors, pour que ces matières premières, il faut bien qu'à un moment, les matières premières profitent aux peuples africains. Parce que jusque-là, on a vu que plus on avançait, on allait vers le haut de la pyramide, plus il y avait des inégalités qui font que le peuple ne voit rien du tout. Que faut-il faire pour que le peuple... Ce qu'il faut faire, le partenariat gagnant-gagnant est le bienvenu. Dans ce partenariat, il faut changer de méthode. L'ancienne méthode doit être révolue. Cette nouvelle méthode, c'est quoi? Nous avons les matières premières. Ce que c'est l'ancienne méthode et ce que c'est que le nouveau Dans l'ancienne méthode, l'Afrique, c'est vrai, est le plus grand pourvoyeur de matières premières. Et nous ne transformons pas et nous ne fixons pas les prix. Et nous sommes les plus grands, nous sommes de gros consommateurs et nous importons nos matières premières qui ont été exportées et à des prix assez colossaux. Aujourd'hui, le cacao est vendu à combien? Et le cacao, le chocolat est plus cher. De loin, oui. Le chocolat est plus cher, mais vraiment de loin que le kilo de cacao. Et ce n'est pas normal. Donc, dans ce partenariat gagnant-gagnant, nous avons des matières premières. Ces matières premières, en collaboration avec ces partenaires en question, doivent être transformées sur le continent africain, créer des emplois sur le continent africain. Nous pourrons ensemble fixer des prix et que cela profite et aux Africains et aussi aux partenaires qui viendront aussi pour acheter ces matières premières-là. Alors, elle a défendu le cacao ivoirien. C'est normal. Moi, je défends son cacao aussi, tout le temps. Alors que le pétrole du Gabon, de l'Algérie, de l'Angola, du Nigeria ne coule pratiquement pas pour vos différents pays, et alors que les minerais de la RDC et l'or du Mali et du Sahel en général ne brillent pas pour les ressortissants de ces pays, que faut-il faire? Faut-il changer de paradigme et de quelle façon, Emmanuel?
Moi, j'ai entendu deux termes. Là. Elle a parlé de changer de logiciel, de l'ancien régime où on ne transforme pas nos minerais, nos produits agricoles, etc. Et il faudra déjà nous outiller pour pouvoir faire autrement par rapport à ça. Donc, on a les capacités de transformer beaucoup de nos minerais et nos produits agricoles. On a les capacités. C'est le leadership qui ne cherche pas toujours à le faire. Donc, c'est ça l'autre problème. C'est le problème du leadership. Quand on a un leadership qui n'a pas une bonne vision de l'avenir, de ce qu'ils veulent pour leur patrie, le problème se pose là-bas. Hein. Ce qui a permis à un pays comme le Singapour de devenir un géant de l'économie mondiale aujourd'hui, c'est rien du tout que le leadership. Tout à fait. C'est le leadership. Là. Et même Taïwan aussi à côté. Et même le Taïwan à côté. Donc c'est ça qui nous manque. Quel est le genre, quelle est la qualité de leadership pour quelle qualité de gouvernance dont nous disposons aujourd'hui? C'est ça que nous devons essayer de changer. Pour le Nigeria, par exemple, comment peut-on expliquer que le pays qui est le premier producteur de pétrole en Afrique et le premier exportateur, ça dépend de quelle période, parce que le Niger est confronté à des graves problèmes d'insécurité, et l'insécurité parfois l'empêche d'exporter le quota de pétrole auquel il a droit. Mais bon, il est premier exportateur, premier producteur. Qu'est-ce qui fait que ce pays-là ne puisse pas fournir suffisamment de pétrole, d'essence pour ses véhicules, essence, diesel et tout ça? Nous avons 4 raffineries, des grosses raffineries, et toutes sont soit en panne, soit ne produisent même pas 30% de la capacité installée. Et ça, ce n'est pas venu comme ça. C'est parce qu'il y a des acteurs dans le système de gouvernance qui font que ces raffineries-là ne travaillent pas parce que c'est plus avantageux pour eux d'aller importer le pétrole raffiné de l'extérieur. Ça leur donne plus d'argent, de corruption. Donc, tout le problème se pose là-bas. Et le Nigeria doit trouver une solution à ça. Et je pense que le même problème se réplique dans d'autres pays comme la RDC, etc. Et donc, c'est un problème de gouvernement. Il y a une autre richesse qui pousse à l'immigration maintenant par manque, c'est-à-dire c'est le tchof sénégalais pêché par d'autres que des Sénégalais. Est-ce que le poisson du Comore est mangé par les Comoriens ou pêché par les Comoriens aussi? Est-ce qu'il faut le protéger également? Écoutez, il y a des conventions qui ont été signées entre certains pays d'Afrique et l'Europe, ça il faut dire les choses clairement. Et puis il y a d'autres puissances également qui viennent piller dans les eaux maritimes africaines. Et ce poisson, malheureusement, qui est pêché en Afrique, par ailleurs pour être traité, et revient très cher chez nous. Comme le cacao de Sylvie, en Côte d'Ivoire, comme son cacao. Tout à fait. Mais et comme le pétrole Nigeria. d'Emmanuel au Nigeria. Là, nous, on fait un constat d'une situation qui est désastreuse sur l'ensemble du continent. C'est un constat que nous faisons en permanence. Je pense qu'il est temps que nos pays soient dirigés par des vrais patriotes qui sauront poser les vrais problèmes et puis définir clairement les stratégies pour relever les défis. Alors, les perspectives. Il nous renvoie à demander à Sylvie quelles sont les perspectives dans ce cas, pour les dernières minutes qui nous restent pour finir Les perspectives, cette partie de cette émission. je pense que les pays africains devaient trafiquer entre eux, parce que nous avons quand même un potentiel humain de consommateurs. Et ce trafic, il est seulement à 12%. Or, il peut évoluer même jusqu'à 75%, comme dans d'autres continents. Et il faudra aussi que nous adoptons des politiques saines, vraiment indépendantes de la menace, climatique, des politiques génératrices de revenus, qui vont significativement lutter contre la pauvreté et l'efficacité de nos ressources et ressources naturelles, et aussi permettre la croissance, mais de façon intégrale, dans nos différents pays. Alors, cette croissance, l'Union africaine se permet d'y croire avec les zones de libre-échange économique
de libre-échange commercial sur tout le continent. Ça veut dire qu'on peut prendre son poisson comorien pour le vendre en Égypte, en Afrique du Sud, au Maroc, sans aucune barrière douanière. Est-ce que vous adhérez à cette vision ou c'est un peu trop complexe et trop loin pour vous? Non, 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 c'est pas complexe, c'est à notre portée. Mais en tout cas, c'est une vision qui est tout à fait en cohérence par rapport aux besoins du continent. Nous avons besoin, effectivement, de nous retrouver unis et pour définir ensemble ce qui est profitable pour l'ensemble du continent. Il me semble, enfin, en tout cas, moi je le vis très péniblement, ce problème de libre circulation, non seulement des biens, mais le problème de libre circulation des personnes sur l'ensemble du continent africain. Bon, donc je pense qu'il est temps que les acteurs politiques et les acteurs de la société civile, les forces vives africaines, s'accaparent sérieusement de ce sujet, puisque l'avenir du continent africain dépend effectivement de cette question de libre-échange, mais surtout aussi de libre circulation des personnes en Afrique. C'est un défi colossal. Il n'y a que les Européens qui posent cette question de libre circulation. Alors Emmanuel, est-ce que finalement la solution de l'Afrique se trouve en Afrique, avec les Africains, pour qu'il puisse y avoir un autre ère, une décision pour l'épanouissement de l'Afrique, pour que nos matières premières puissent être une bénédiction? Est-ce que finalement la solution se trouve en Afrique avec les Africains? Mais la réponse est oui, à 100%. Mais deux co-intervenants l'ont souligné, et je pense, vous avez parlé donc de la libre-échange. Lui aussi, Saïd, et je pense qu'il faut rappeler qu'on a mis en place une structure continentale pour ça. Je ne sais plus, la structure de libre-échange continentale. Zone économique de libre-échange. Voilà. Et comme l'Afrique, comme toujours, l'Afrique fait des déclarations flamboyantes, nous mettons en place des choses et oui, après il n'y a pas. Ils attendaient qu'au moins 24 pays ratifient, on est à plus de 40 pays qui ont signé et ratifié. Non, c'est entré en force, c'est déjà entré en vigueur, en principe. Voilà. Il y a un siège qui est au Ghana. Mais bon, les pays africains ne peuvent pas comprendre ce que c'est que de faire ces échanges. Sans oublier que beaucoup de pays sont en conflit. Donc quand le Rwanda est en conflit avec la RDC, c'est très, très compliqué de pratiquer ces libres-échanges avec le Rwanda. Il y a je ne sais pas, les pays du Sahel, etc. L'agenda 2063 déjà prévoyait qu'il n'y ait plus de conflit avant que nous ne voyions éclore il nous faut la paix et le développement des infrastructures. Voilà, mais c'est la fin de cette émission. J'espère que nous reviendrons sur ce plateau avec les mêmes intervenants pour en parler encore, mais ce n'est pas fini. Nous aurons 5 minutes de panafricanisme dans quelques secondes. Nous revoici sur le plateau de Tumulte sur Télé Sud pour évoquer la partie panafricaniste de cette émission. L'Afrique, ça a été bien rappelé par Sylvie, comptera d'ici 2050 environ 2 milliards 500 millions d'habitants. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train de voir une lutte entre panafricanistes et panafricains pour le leadership, pour le contrôle du cerveau du jeune Africain à qui on vend des illusions illusoires. Est-ce que ça contribue à bâtir une Afrique forte lorsque les enjeux ne sont pas bien expliqués à nos jeunes par rapport aux panafricains qu'on voit pulluler un peu sur la toile? Sylvie. C'est vrai que le côté violence, n'est pas bien
Voilà, parce que cela, comme vous le dites, hein, va carrément s'inscrire dans le striatum de cette jeunesse-là. Et quand c'est inscrit comme ça, c'est placardé, il se dit, bon, ben ça c'est la meilleure manière, soit de revendiquer, soit des droits et autres. Et ça, c'est pas bon. Je pense que cela doit se faire par la sensibilisation. La sensibilisation, par l'information, mais vraie, positive. Et puis voilà. Voilà. Et le mot souveraineté, tellement galvaudé souvent par ces panafricains-là qui pensent que panafricain, c'est chasser quelqu'un pour imposer un autre, ou une vision complètement erronée du panafricanisme des pères fondateurs qui veut dire solidarité des peuples. Bon, il y a une logique qui a été défendue par les pères fondateurs de nos indépendances, c'était de doter à l'Afrique une souveraineté pleine et entière. Bon, ils l'ont acquis en termes politiques, puisque nous sommes devenus indépendants, entre guillemets. Bon, maintenant, ça fait plus de 60 ans pour certains et 50 pour d'autres. Je pense qu'il faut aller vers autre chose maintenant. Le défi maintenant, il est sans doute politique, puisqu'il faut que la démocratie s'installe sur l'ensemble du continent, mais il y a aussi une vision des développements qui est indispensable, qui doit être définie par ce que j'appelle un nouvel ordre africain qui repose sur les néo-panafricanismes. Qui veut dire quoi? Qui veut dire tout simplement que maintenant, nous devons consolider nos indépendances. Consolidation des indépendances, est-ce possible avec des panafricains d'un côté et les panafricanistes qui se meuvent dans les idéaux des pères fondateurs? Est-ce que les deux visions pourront bâtir une Afrique du modèle de Saïd? Non, mais moi je pense que panafricanistes, panafricains, au moins sont d'accord sur une chose, c'est que l'Africain a besoin d'être pris, considéré avec dignité. Ce qui nous a manqué tout ce temps, c'est la dignité, le respect déjà de l'homme africanus, disons. Notamment par ceux qui nous ont colonisés avant. Bon, là, ils sont en train de... plus par ceux qui nous ont colonisés, qui sont dans leur rôle. Oui, ils sont dans un rôle de... Ils sont dans le posture de paternalisme. Pour nous, et pour imposer leur respect, et de la bonne manière. Oui, mais c'est ce que nous commençons à faire. Et ça dérange beaucoup. Où est-ce qu'on a commencé ça, au Sahel ou au Sénégal? On a commencé, je crois, partout en Afrique, par la jeunesse africaine. La jeunesse africaine, elle sait maintenant comment la géopolitique fonctionne. Elle sait qu'il faut que nous ayons la capacité d'arracher justement ce respect. Et qu'il faut nous pousser dans une direction à décoloniser nos têtes. Tout à fait. Vous voyez? Et la jeunesse est prête pour ça. Mais pas les dirigeants, pas leurs dirigeants. C'est ça qui pose problème. Donc, ils sont en conflit avec leurs dirigeants. Mais il faut que ce travail de décolonisation des têtes. Et c'est après qu'on peut vraiment reprendre la destinée de l'Afrique en main. Merci beaucoup. Il y avait Sylvie Emmanuel Saïd sur ce plateau et moi, et un génie roi de cette émission, c'est Romain. Et nous nous retrouverons donc la semaine prochaine dans un autre numéro de Tumulte. Merci à tous qui nous suivent et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube de Télésud pour voir toutes les émissions que vous proposent les programmes de Télésud et bien sûr vous enquérir de ce qui se passe dans votre émission Tumulte. Merci.